bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau 7-8 Week-end. Comme tous les vendredis, nous allons revenir sur les moments forts de l'actu sport, loisirs et culture de la semaine pendant 26 minutes. Au cours de cette émission, nous parlerons gourmandise en cette fin d'automne avec la directrice d'Yveline Tourisme, Sylvie Laona, qui m'a déjà rejoint sur le plateau. Et puis vous découvrirez certainement 50 ans en Yvelines comme vous ne l'avez jamais vu grâce au photographe Francis Tac. Mais tout d'abord, à un peu moins d'un mois de Noël, j'imagine que vous devez être en pleine recherche d'idées de cadeaux pour vos proches. Eh bien, dans Kiosque Aurélia de Bissy vous en donne quelques-unes que vous pourrez trouver sur les marchés de Noël à 50 ans en Yvelines et notamment à Montigny-le-Bretonneux. Les festivités démarrent dès ce vendredi et jusqu'à lundi, donc c'est 3 jours de festivités à la ferme du Manet. Alors pendant ces 3 jours, Elvire d'Auberville, dites-nous qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme stand. Est-ce qu'il y a des originalités, des nouveautés cette année? Chaque année, il y a des nouveautés au marché de Noël. On a à peu près 100 à 120 exposants répartis entre un marché alimentaire qui se trouve dans la cour de la ferme du Manet, où se situe le marché de Noël, et une grosse, à peu près une centaine d'exposants à l'intérieur de la grange, qui présentent à peu près tout ce qu'on peut imaginer en matière de cadeaux. Ça va des cadeaux en bois, de la peinture, des cadeaux en céramique, des décorations de Noël, du textile. Est-ce qu'on trouve des produits locaux, des artisans Bien sûr qu'on trouve des produits terroir locaux. On ne peut pas faire un marché de Noël sans rendre hommage aux commerçants de la ville et également aux villes jumelles qui sont avec nous pour ce marché de Noël. C'est ça, puisque des délégations d'Allemagne, d'Italie, d'Irlande et d'Angleterre, absolument, au moins et ces d'Allemagne quatre-là seront donc présents. Donc on aura donc des idées de cadeaux en provenance aussi de ces pays. Alors vous parliez de producteurs locaux, effectivement, on en a une illustration avec vous, Franck Dobos, puisque alors vous c'est votre 20e participation. On peut le rappeler, le marché de Noël donc de Montigny-le-Bretonneux inaugure sa 21e année, fête ses 20 ans exactement. Alors, Franck Dobos, vous exposez donc depuis, ça sera votre 20e année. Pour vous, qu'est-ce que ça représente finalement ce marché? C'est une vitrine supplémentaire, d'accord? Mais est-ce que vous y recherchez quelque chose de particulier? Une clientèle nouvelle? C'est l'occasion de proposer des nouveaux produits? Non, en fait, on expose toujours au marché de Noël de Montigny. C'est surtout pour faire de la communication, montrer nos produits que nous fabriquons à Montigny-le-Bretonneux. Et puis oui, c'est surtout voir nos clients et puis voir nos clients habituels et puis être toujours là au rendez-vous du marché de Noël. Est-ce que c'est l'occasion peut-être de répondre à des commandes spéciales? En fait, nous proposons notre carte de Noël de fête de fin d'année et souvent les clients prennent déjà la carte pour pouvoir commander après. Et comme nous faisons une journée porte ouverte le 14 décembre, on en profite pour donner les cartes et après ils viennent passer commande. Voilà. Alors chaque année, c'est vrai que votre spécialité aussi, c'est d'innover dans les recettes et de proposer toujours quelque chose de nouveau. Quelle est la tendance cette année, nous avons créé 3 nouvelles bûches de Noël. Et puis, nous avons créé aussi des petits bâtonnets, des skim shock, on appelle ça. On a fait aussi nous avons créé ces bâtons chocolatés pour aussi le marché de Noël de Montigny. J'en parlais en début d'émission, nous allons parler gourmandise aujourd'hui avec Sylvie Laona qui m'a rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc la directrice d'Yveline Tourisme, je le rappelle pour nos téléspectateurs. Et on continue à parler de goût d'Yveline aujourd'hui. Et oui, et de gourmandise. Et donc c'est ce week-end la clôture de notre événement Goût d'Yveline au domaine de la Corniche Arolboise. Et là, on va pouvoir découvrir des démonstrations ateliers. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir tester la réalisation de recettes salées, sucrées et ensuite les déguster. Donc ça c'est plutôt intéressant, on découvre la façon de les faire et on les mange. Et puis il y aura des producteurs du terroir qui seront là aussi, donc on pourra acheter quelques produits pour Noël. Donc ça c'est Goût d'Yveline dans sa partie clôture, mais ne pas oublier surtout que Goût d'Yveline à la base c'était aussi des restaurateurs yvelinois qui proposaient des menus du terroir, donc à base de produits locaux, une entrée, un plat, un dessert. Donc on avait une vingtaine de restaurateurs qui proposaient ces menus. Et donc c'est à base de liqueur du noyau de Poissy, de fromage de chèvre de la ferme des Trois Ponts, de volaille de la Coquetterie, de la ferme de la Coquetterie, de confiture d'Andrézy, j'en passe et des meilleurs. Donc ne pas oublier que c'est le dernier week-end pour profiter, puisqu'après c'est fini.
Et ça montre bien qu'il y a beaucoup de produits du terroir dans les Yvelines. Absolument, et c'est pas ce qu'on pense, puisqu'on est un département d'Île-de-France et on n'a pas tendance à penser qu'on a tout ça dans les Yvelines. Eh bien si, et donc ça en est la preuve. Les Yvelinois pourront aller aussi déguster les plats incontournables du côté de Marly-le-Roi en prévision déjà des fêtes de Noël. Des fêtes. Donc on découvrira l'historique un petit peu des plats spécifiques que l'on peut déguster en période de l'Avent jusqu'à l'Épiphanie, donc la bûche de Noël, la galette des rois, les 13 desserts. Donc on découvrira un peu toutes ces traditions de cette période de l'année dans le monde entier grâce à l'Office de tourisme du pays des impressionnistes. Et pour ceux qui ont loupé le Beaujolais nouveau, le lieu est tout trouvé puisqu'il y a encore quelques vendanges dans le département. Oui, ce sont les vendanges tardives de Saint-Germain-en-Laye et pour célébrer un peu tout ça, l'Office de tourisme de Saint-Germain va nous proposer des conférences projections où l'on va découvrir les origines de la vigne et du vin. Et puis on va clôturer cette petite conférence par une dégustation du vin des grottes, le vin de Saint-Germain-en-Laye. Donc ça c'est assez festif encore une fois. Et donc ensuite, on peut aussi faire autre chose que déguster du vin, puisque la célébration des cocktails au Trianon Palace à Versailles. Et vous allez apprendre à devenir le roi de la soirée en réalisant des cocktails à base de jus de fruits aromatisés. Et donc vous serez le véritable Tom Cruise dans Cocktail à l'issue de cette fabuleuse expérience au sein d'un établissement de luxe du département. Ah, j'ai coché d'ailleurs, hein, je crois que la dégustation de cocktail au Trianon sera un de mes premiers choix. À un moins d'un mois de Noël, je le disais tout à l'heure dans les titres, il y aura aussi de quoi préparer les fêtes de fin d'année, évidemment. Mais oui. Et puis s'amuser aussi, puisque nous avons des communes qui nous ont organisé des patinoires, puisque qui dit hiver dit souvent froid, patin à glace. Donc à Versailles, près du château et de l'hôtel de ville, donc nous avons une patinoire écologique. Tout ça, c'est à partir du 4 décembre. Et puis à Rambouillet également, place Félix-Faure, il y a une vraie patinoire de glace, là, cette fois-ci, où on va pouvoir peut-être faire ses premiers pas à patin ou alors se perfectionner. Donc dès le 4 décembre. Il y a aussi la fête du conte, un petit peu plus près, sur 50 ans en Yvelines même. Alors la fête du conte, c'est pour faire en sorte que les enfants forgent leur esprit, développent leur imagination à l'aspect conte de Noël. Et c'est l'Office de tourisme de Saint-Quentin qui nous propose cette animation pendant la période de Noël. Et puis si les téléspectateurs n'ont pas encore trouvé leur cadeau, ils pourront encore se rendre sur certains marchés. Voilà, alors le marché, c'est un marché un peu spécial, parce que c'est le marché de Noël de la boutique Oberkampf qui se situe dans le musée de la toile de Jouy à Jouy en Josas. Et là, on peut faire ses achats de Noël, achats art de la table, ou alors décoration de Noël au motif de la toile de Jouy que tout le monde connaît et qui sont de plus en plus à la mode d'ailleurs. Et puis pour terminer cette chronique, évidemment, des décorations, hein, parce qu'il faut bientôt préparer le sapin, etc. À la maison. Alors à la ferme de Galie, il y a tout un tas d'animations qui sont proposées et notamment dans la boutique de la ferme de Galie, on peut acheter ces décorations de Noël et puis aussi décorer sa maison, pas que son sapin, sa maison, acheter plein d'objets dans cette jolie boutique qui a également une partie restaurant où on peut consommer tout en faisant ses achats. Et puis c'est la visite du Père Noël évidemment. À Galie, il sera là, on pourra le rencontrer. Les parents, les enfants pourront venir le voir, et en chair et en os, le Père Noël à Galie, il ne faut pas l'oublier. Et puis le vrai. Non, l'ambassadeur du Père Noël, parce que le vrai on le voit jamais. C'est que ces ambassadeurs qu'on voit. Et donc il y a aussi des ateliers. Il y en a plein à Galie, hein, de différentes sortes. Donc il y en a pour tous les goûts. On peut apprendre à fabriquer des cadres à base de laine aux couleurs de Noël, tout un programme. Et puis on peut fabriquer des cartes de vœux aussi. Et plus pour les enfants un petit peu original, on va apprendre à faire des empreintes d'animaux de la crèche de Noël. Si c'est pas original. De quoi avoir toute une panoplie pour les fêtes. Merci beaucoup Sylvie de votre venue sur le 7-8 Week-end. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour les fêtes de Noël précisément. C'est bien ça. À bientôt. À bientôt. C'est désormais devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés d'histoire. La 6e édition du Salon Histoire de lire s'est tenue ce week-end à Versailles. L'occasion de côtoyer des auteurs très connus comme Laurent Deutsch. Tu veux me montrer la dédicace ?
Maxime est venu de Créteil pour rencontrer son idole, Laurent Deutsch, qui a présenté au Salon du livre d'histoire de Versailles son dernier livre, Hexagone. Moi, j'aime l'histoire depuis que je suis tout petit, donc je continue comme ça. Grâce à Laurent Deutsch aussi. Oui, et Franck Ferrand aussi. Beaucoup de monde pour saluer cet auteur populaire venu animer une conférence sur le thème « La France, quelle histoire ». On dit souvent quand un livre est un succès que c'est du chiffre, mais c'est surtout des visages. Et là, on voit les visages, on voit pas que les chiffres. Moi, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que c'est pas justement pour un public averti ou de la littérature, c'est notre réalité géographique, c'est notre réalité. Nous avons une histoire et cette histoire-là se déroule sous nos pieds pour peu qu'on s'y intéresse un tout petit peu. Donc voilà, moi j'essaie de captiver les gens autour de quelque chose qui est rassembleur puisque c'est une histoire qui nous appartient à tous. J'apprécie la façon dont ils travaillent pour l'histoire de France, en la rendant dynamique, accessible, en lui redonnant un nouveau souffle. Je suis très sensible parce que je suis une grande passionnée d'histoire et ça me fait vraiment plaisir de voir l'élan autour de l'histoire. Dans les allées du salon, d'autres visages connus. Nelson Montfort n'est pas seulement commentateur sportif, il est aussi l'auteur d'un ouvrage sur les grands événements sportifs du XXe siècle. Je pense que c'est un public à la fois averti et nombreux. Et moi, c'est exactement ce que j'aime. J'aime aller vers les gens. Absolument, on écrit pour être lu, sinon ça sert à rien. Hein. Il faut sortir des cénacles et des lieux confinés. J'ai fait des rencontres extraordinaires, sincèrement, et peut-être que des rencontres qui vont avoir des répercussions parce qu'un tel m'a dit qu'il avait des archives extraordinairement intéressantes sur un sujet qui pourrait m'intéresser pour un prochain livre. En tout, le salon Histoire de lire aura accueilli pendant ces 2 jours 125 auteurs et près de 10 000 livres proposés à la dédicace. Je le disais dans les titres de cette émission, vous allez découvrir, grâce à la nouvelle œuvre de Francis Tack, le photographe, 50 ans en Yvelines sous un autre angle et sous tous ses angles. Francis Tack, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Combien de temps vous avez mis à faire cet ouvrage photographique sur 50 ans en Yvelines ? Ce nouvel ouvrage, 20 ans après l'ouvrage 50 ans en Yvelines qui m'avait été demandé donc en 93, j'ai mis 10 mois pour faire les images. C'est-à-dire que ça m'a été confié en septembre 2012 et toutes les images ont été faites dans l'intervalle de temps entre septembre et juillet 2013. Oui, vous le disiez, vous aviez déjà auparavant, il y a 20 ans, réalisé ce type d'ouvrage. En 20 ans, est-ce que la communauté d'agglomération a beaucoup évolué ? Je pense que la volonté politique de montrer un Saint-Quentin nouveau se heurtait à la réalité, à savoir qu'il y a eu quelques modifications dans la ville, mais les grosses structures ont été définies il y a une vingtaine d'années. Donc il n'y a pas eu de manière significative des modifications importantes. Et le challenge, c'était de montrer justement autre chose que ce qui fut montré il y a une vingtaine d'années. Donc, comment vous avez fait alors, du coup, pour vous adapter à cette petite évolution, si j'ose dire ? J'ai passé beaucoup de temps, j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'aime les challenges et quand on sait qu'entre le 1er janvier 2013 et la fin avril, il y a dû y avoir 4 jours de soleil dans cette période, donc ce fut pas toujours très simple, mais je suis persévérant et systématiquement je tournais autour de mes sujets jusqu'à trouver les circonstances favorables. Il est clair que le printemps, par exemple, fut bref, pluvieux, donc systématiquement, si vous voulez, je cherchais dans la ville les couleurs du printemps et je pense avoir réussi une approche poétique différente de ce qui avait été fait donc dans le passé. À l'origine, nous n'avions pas d'idée préconçue sur le cheminement de l'ouvrage, mais au fur et à mesure des images qui furent faites, on a structuré donc ce livre en 7 chapitres, mais c'est essentiellement un regard poétique donc sur la ville à travers la nature, ses œuvres d'art et les gens qui y travaillent et les gens qui y apprennent. Oui, moi, ce qui m'a surpris en feuilletant ce très beau livre, c'est, vous parliez de saison, c'est qu'on voit beaucoup de photos d'hiver. Je vais en montrer peut-être 2 à la caméra. Voilà, ce sont 2 photos prises pendant l'hiver. Et il y a beaucoup de photos de neige, en fin de compte. Donc, c'est souvent les paysages les plus peut-être difficiles à photographier, à capturer, non ? Non, pas du tout, mais il peut y avoir des hivers sans neige. On a été servi dans les premiers mois de l'année. Donc, comme j'avais pas mal de temps cette année, il est clair qu'il y a certains sujets qui se prêtaient particulièrement aux épisodes neigeux. Mais bon, je ne suis même pas certain qu'il y ait plus de 6 images sur 120 avec de la neige dans le livre.
Par rapport à votre technique, justement, comment vous saisissez toutes ces belles images? Vous appréhendez comment l'environnement qui vous entoure? Alors j'ai une passion pour la lumière et la couleur, donc c'est une quête permanente de cette couleur. C'est pour ça que j'insiste sur la qualité de la lumière en disant que quand il fait gris, généralement, je ne fais pas d'image. Néanmoins, et l'image de couverture de ce nouveau livre donc l'atteste, à cet endroit, on y est passé des centaines de fois, des milliers de fois. Et, par le plus grand des hasards, un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui était en train d'expérimenter une maquette d'hydrofoil au cœur du bassin. Vous voyez, c'est une image spontanée. J'ai pas amené l'acteur qui s'est trempé sous l'arche de Kowalski. Et une dernière question, y a-t-il une photo qui vous tient peut-être un peu plus à cœur dans ces 120 clichés? Il y en a beaucoup que j'aime. Donc cette photo de couverture, j'en suis assez satisfait. Il y a une autre image assez anecdotique qui est peut-être... regardez celle-ci. Celle-ci. Voilà, cette image où on voit le vélo devant ce... Celle-ci qui est assez étonnante parce qu'on comprend... Je vais juste le remontrer à la caméra. Expliquez-nous un petit peu cette histoire de ce cliché. C'était à l'occasion donc de la fête du golf à Saint-Quentin, dans le centre de Montigny. Vous pouviez expérimenter donc vos talents de golfeur. Et à côté du bassin de Martapan, sur Montigny, on y avait mis un quadrilatère que le graffeur Nourou était en train de peindre. Donc il a peint les 4 faces de ce cube toute la journée. Et je cherchais le sujet, si vous voulez, donc le photographier. Et au fur et à mesure de la journée, donc il s'est passé différents événements, jusqu'à ce que je finisse par partir. Et je prends ma voiture, je m'en vais, et d'un seul coup, je vois toute une équipe de types déguisés sur le bord de la route. Et c'était les gens de la boutique de Voisin le Bretonneux Déguise Addict qui faisaient leur promo dans le centre de Saint-Quentin. Alors immédiatement, je descends et leur dis faites-moi le tour du cube. Donc je commence à les photographier, mais vous aviez un type des figures, déguisé en panda, je ne sais quoi. Enfin, ils étaient tous déguisés de manière un petit peu folklore. Et le cycliste, en l'occurrence, est venu voir l'image et il m'a dit très bien, mais je vais en refaire une, je vais sauter plus haut. Et puis il est repassé, il s'est mis en équilibre sur la roue arrière, il a sauté. Ouais. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Très bien, merci beaucoup Francis d'être passé sur le 7-8 Week-end. Je le rappelle donc, voilà ce nouveau livre, 50 ans en Yvelines, en images et avec des textes de Paul-Jean Mervillon. Et merci encore à l'Office de tourisme de m'avoir laissé cette chance. Merci beaucoup Francis Tac. À très bientôt peut-être pour de nouveaux clichés. Merci. Merci. Certains de vos collègues d'ailleurs exposaient leur réalisation ce week-end à Naufle-le-Château. Pascal Croet est photographe professionnel. Il tire ses clichés des cadeaux du hasard. Rencontre avec un artiste qui laisse la nature venir dans son objectif. On est du côté de Ben, toujours dans les Yvelines. Une photo qui a une petite histoire parce qu'en plus de ça, elle avait été primée dans un concours. Et c'est Jean-Jacques Ayagon d'ailleurs qui m'avait remis le prix en question. C'était dans les jardins du château de Versailles et je me rappelle que c'était un moment assez sympa. Et c'est une photo qui a été prise à côté de Ben en fait. Pareil, et tout à fait par hasard. Pour Pascal Croet, pas de mise en scène dans ses clichés. La bienveillance du hasard est au cœur de sa démarche artistique. Je fais partie des photographes un peu feignants. J'attends que le hasard bosse pour moi, beaucoup. C'est le cas aussi tout un tas de photos que j'ai faites, où je me suis trouvé peut-être au bon endroit, au bon moment. J'appuie sur le déclencheur et puis après je travaille un petit peu dessus en post-traitement, comme beaucoup aujourd'hui, de manière à pouvoir avoir la photo. Mais je ne la cherche pas spécialement. Donc j'ai pas de technique appropriée, j'ai pas vraiment de recette. Le fruit du hasard est vraiment un vrai complice pour moi en tout cas. Cette année, 19 artistes passionnés de création photographique se sont réunis à Naufle-le-Château à l'occasion du Salon des photographes. Organisée tous les ans la deuxième quinzaine de novembre par le syndicat d'Initiative, cette 8e édition poursuit sa tradition de diversité des genres et mélange des techniques. Un regard sur le monde, un point de vue particulier sur plus de 200 images inédites. Dans ce genre d'exposition, ce qui est très bien, c'est que les gens qui viennent visiter cette expo ont la chance de pouvoir discuter avec tous les photographes. Vous n'êtes pas obligé de vous balader avec les mains dans le dos, regarder des choses sans avoir d'avis particulier. Là, ça vous permet de savoir comment ça a été construit, pourquoi, avec quel type de matériel. Enfin, voilà, ça peut amener une multitude de discussions et de vrais échanges. C'est une agréable surprise pour nous de voir la qualité de cette exposition. C'est la deuxième fois que je viens ici à cette exposition de photographes et vraiment, il y a de très belles œuvres.
Des univers variés, appréciés du public, venus encore nombreux cette année. Ils sont joueurs, éducateurs ou tout simplement passionnés de football. Et devant leur téléviseur ou sur le terrain même, ils ont tous estimé un jour que l'arbitre n'était pas bon. Des cartons jaunes discutables, un hors-jeu inexistant sifflé. Cette cinquantaine de footeuses suit une formation pour prendre la relève des hommes en noir. Vas-y. Savoir délivrer un carton jaune, se placer lors d'un coup de pied arrêté, des comportements qui peuvent paraître parfois anodins pour les joueurs, mais qui sont en réalité indispensables pour un arbitre de football. De son déplacement sur le terrain peut dépendre le destin d'un match. Un arbitre aujourd'hui ne doit surtout pas, influencer le score, doit être là pour protéger les joueurs. Ça c'est clair parce que de nos jours, la plupart, et au niveau où ils iront arbitrer en district, les joueurs travaillent le lendemain du match. Donc pour ceux qui arbitrent le dimanche, le lundi les gens travaillent. Malgré leur passion pour le ballon rond, cette formation est l'occasion pour certains de découvrir des règles inscrites dans les 17 lois du jeu, notamment pour le frappeur d'un tir au but en cours de match. Quand la balle touche le poteau, il n'a pas le droit de la récupérer. Ça doit être, si elle est remise en jeu, ça doit être quelqu'un de son équipe qui peut marquer, mais lui il peut pas. Si la balle touche le goal et que le goal la repousse sur lui, là il peut la rentrer. Être arbitre, c'est aussi une performance physique. Au niveau de la Ligue Île-de-France, les hommes en noir s'entraînent 3 fois par semaine. La formation terminée, ces candidats auront le droit de prendre le sifflet et du plaisir d'une autre manière, en gérant les 22 acteurs d'une rencontre. On appréhende un petit peu, surtout au niveau senior, dans les petites divisions dans les Yvelines. Mais après, nous, on a des bons formateurs ici qui nous mettent en confiance. Et justement, on travaille ce genre de situation au cas où il pourrait y avoir des débordements sur un match, des contestations de joueurs. Donc on nous met déjà en condition. Et puis voilà, je pense qu'il y a toujours une première fois à tout. Donc on verra bien sur le premier match. Malgré les critiques dont fait l'objet l'arbitrage aujourd'hui, ils étaient 48 à vouloir occuper ce poste sur le terrain. Preuve que la passion est toujours plus forte que les polémiques. Ce week-end était organisé un stage d'aïkido au dojo du gymnase des Pyramides à Voisins-le-Bretonneux. L'occasion de découvrir un art martial méconnu et pourtant abordable à tous, en priorité aux seniors et aux femmes. Créé en 1931 par le japonais Morie Ushiba, l'aïkido arrive en France dans les années 50. Dans cet art martial, à la différence du karaté ou du judo, le but n'est pas de combattre son adversaire, mais au contraire de guider son agression pour l'annuler. En pratique, l'attaquant appelé Yuke va tenter de porter un coup au défenseur, le tori. Ce dernier va uniquement contrôler l'agression en se servant de l'énergie de l'attaquant sans jamais riposter. Et avec ce principe de non-opposition, l'aïkido est véritablement ouvert à tout type de public, de 6 ans jusqu'à la fin de sa vie. C'est un sport où on ne demande pas de force, comme il n'y a pas d'opposition, même si moi j'ai des élèves qui font plus de 100 kilos et j'ai des élèves femmes qui font 45 kilos. Elles peuvent se permettre de projeter parce qu'elles vont aller dans le même sens que cette agression. Disons 100 kilos plus 45, ça fait 145 kilos qui rentrent. Art intense mais non brutal, l'aïkido permet l'entretien du corps chez les seniors. La souplesse et l'énergie qu'il requiert est aussi particulièrement adaptée aux femmes. Des femmes chez qui l'aïkido peut permettre de se sentir plus forte en cas d'agression. Ça permet d'avoir une attitude vis-à-vis des relations extérieures difficiles, d'être beaucoup mieux posé dans son corps et de ne pas avoir peur inutilement. Parce qu'en fait, c'est souvent la situation de peur, de stress qui permet l'agression. Et donc si on est solide face à l'agresseur, ça lui change un petit peu son processus mental et il s'interroge. Donc il ne va pas attaquer ou faire quelque chose aussi facilement. Si vous souhaitez pratiquer l'aïkido, les inscriptions sont toujours ouvertes au club de Voisins-le-Bretonneux. Mais avant de devenir un yuke ou un tori et de revêtir la jupe noire, le hakama, vous pouvez assister à un cours gratuitement et poser vos questions au professeur avant de faire votre choix. Allez, pour conclure cette émission, évidemment, place à vos rendez-vous du week-end. Tout d'abord, il y aura de la course de chiens de traîneau ce dimanche 1er décembre. Démonstration chronométrée sur 10 km dans la forêt de Sainte-Apolline. À plaisir. Aussi dimanche à 11h30, descente du Père Noël, le vrai cette fois-ci, à Maurepas, juste à côté de l'hôtel de ville. Et pour terminer, évidemment, dans Kiosque, votre émission culture, la semaine prochaine, Aurélia Debussy vous dévoilera la nouvelle programmation du Théâtre de la Verrière. Pour ma part, je vous retrouverai dans le 7-8 Sport avec une interview exclusive de Stéphane Paysan, l'ancien entraîneur de l'AS Montigny Handball, et une nouvelle chroniqueuse,
très célèbre sur les pistes d'athlétisme. Je ne vous en dis pas plus. D'ici là, excellent week-end sur TV Fil.